Bonjour à tous, nous révisons ensemble l'axe 1, conquête, affirmation de puissance et rivalité. Comme vous le savez, les espaces extra-atmosphériques, tout comme les espaces maritimes, sont devenus de nouveaux enjeux de conquête et d'affirmation des puissances. Nous pourrons donc nous demander comment la puissance s'affirme-t-elle et évolue-t-elle dans de nouveaux espaces de conquête. Cette puissance s'affirme d'abord par des enjeux politiques de la conquête, l'exemple de la course à l'espace des années 1950 à l'arrivée de nouveaux acteurs. Chronologiquement, nous avons tout d'abord la course à l'espace qui s'affirme à travers les années 1950-1960. Posons d'abord les choses et définissons course à l'espace. Il s'agit des étapes de la rivalité entre les deux grands, États-Unis et URSS, pour la conquête et l'exploration de l'espace. La course à l'espace commence par un bip-bip. Celui-ci. Ce bip-bip a été une vraie révolution. C'est le bip-bip du premier satellite artificiel lancé par l'URSS, c'est Sputnik, en 1957, et dont le bip-bip a été reçu par toutes les radios du monde. Il fera le tour de la Terre en 1h35 et ce petit objet sphérique va donner des sueurs froides aux États-Unis. En fait, on va même parler de l'effet Sputnik. L'effet Sputnik désigne le choc ressenti par les États-Unis lorsqu'ils se rendent compte de leur retard technologique sur l'URSS. Un effet d'autant plus ravageur que cette même année 1957, les Soviétiques envoient dans l'espace le premier être vivant, une chienne qui s'appelle Laïka. Bon. Elle va mourir au bout de 7 jours, mais l'exploit impressionne beaucoup les Américains à tel point que le président américain Eisenhower va réagir en 1958 en fondant la NASA. Pourtant, dans un premier temps, ce sont bien les Soviétiques qui gardent l'avantage en organisant le premier vol habité. Le 12 avril 1961, le cosmonaute Youri Gagarin est dans l'espace. Les États-Unis ripostent rapidement avec la mise en place du programme Apollo, dont parle Kennedy, le nouveau président américain, dans son célèbre discours de Houston, nous avons choisi la Lune, et qui annonce cet exploit technologique du 20 juillet 1969 où deux Américains, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, posent le pied sur la Lune devant les télévisions du monde entier. Pourtant, cet événement ne met pas fin à la course à l'espace puisqu'en 1871, l'URSS reprend la main en construisant et en mettant en orbite la première station orbitale, Salyut 1. Mais voyons tout de suite que la période des années 70 aux années 90 marque la fin de cette course à l'espace. Cette fin très longue et qui s'étire dans le temps est marquée par une coopération de plus en plus accrue entre les États-Unis et l'URSS, anciens rivaux. En effet, les échanges scientifiques entre les deux pays vont s'accentuer, le symbole en restant 1975 la rencontre entre le vaisseau américain Apollo et le vaisseau soviétique Soyouz, mais c'est aussi le moment de l'organisation de voyages spatiaux de plus en plus lointains. Ainsi, en 1970, les soviétiques parviennent à envoyer une sonde sur Vénus, tandis qu'en 1976, la sonde américaine Viking se pose sur Mars. Alors, il y a une petite rechute. Durant la guerre fraîche, entre 1975 et 1985, la rivalité a pu reprendre, notamment sous la présidence américaine de Reagan, qui met en place en 1983 un programme de défense stratégique, l'initiative de défense stratégique, appelée par les médias la guerre des étoiles. Mais la coopération est lancée et en février 1986, les soviétiques mettent en orbite la station spatiale Mir, qui est certes soviétique, mais qui verra la coopération entre les Russes et les Américains dans le cadre d'un programme de recherche spatiale commun. Enfin, l'effondrement du bloc soviétique à partir de 1989, puis la disparition de l'URSS en 1991 met fin à l'opposition des États-Unis et de l'URSS et ouvre la voie à une période de collaboration inédite entre les deux États, collaboration que l'on pourra voir dans l'axe 2. Pourtant, pour en terminer avec l'exploration des espaces extra-atmosphériques, la période récente voit l'émergence de nouveaux acteurs de la conquête et de l'exploration spatiale. Ils sont de deux types que l'on va voir l'un après l'autre. D'abord, les nouvelles puissances spatiales, c'est-à-dire des États, et en deux, les entreprises privées du spatial. En effet, le développement d'un programme spatial apparaît aujourd'hui comme une condition vraiment nécessaire de la puissance. Dès 1975, l'Agence spatiale européenne a été créée, ce qui souligne la volonté des pays européens de ne pas s'aligner totalement dans cette rivalité entre les États-Unis et l'URSS.
Plus récemment, des pays émergents ont aussi su tirer leur épingle du jeu. La Chine est devenue bien entendu une puissance spatiale depuis qu'en 2003 elle a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace, tandis que, encore plus récemment, d'autres puissances apparaissent, souvent incomplètes, mais qui enrichissent peu à peu leur programme. On peut penser à l'Inde qui est devenue un des géants des lanceurs d'engins, et puis plus récemment, d'autres États comme Israël ou les États arabes unis se mettent à vouloir lancer leurs propres lanceurs. Mais ces différents programmes spatiaux sont aussi issus de la collaboration avec les acteurs privés, ce qu'on appelle le New Space. Cette expression de New Space désigne la création d'entreprises privées dédiées au spatial. On peut citer bien entendu Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos qui a lancé dès 2015 son premier vol avec la fusée New Shepard et qui a pour perspective de créer des vols spatiaux touristiques, ou encore SpaceX, fondé par le milliardaire Elon Musk, qui est devenu aujourd'hui incontournable dans le lancement des satellites et qui a mis en orbite dès 2018 sa première fusée. D'ailleurs, il est à noter que dès avril 2021, le spationaute Thomas Pesquet, qui rejoint alors la Station spatiale internationale, le fait à bord d'une navette de SpaceX. Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans, la dissuasion nucléaire et l'effort de projection maritime. D'abord, développons l'idée que cette affirmation des marines de guerre, ce qu'on appelle aussi la militarisation des océans, est en fait une donnée très ancienne. On peut remonter au 5e siècle avant notre ère, lorsque Athènes avait développé sa marine de guerre dans le cadre de la Ligue de Délos pour contrôler l'ensemble de la mer Égée dans ce qu'on appelle une thalassocratie, c'est-à-dire une puissance basée sur la maîtrise des mers. Autre thalassocratie très connue, la Royal Navy au 19e siècle s'assure de la maîtrise des mers et de tous les océans du globe. Par ailleurs, il faut noter que c'est la Royal Navy qui crée en 1918 le premier porte-avions. À partir des années 40, c'est surtout l'US Navy qui s'affirme, notamment bien sûr durant la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre les Japonais dans le Pacifique et pour lutter contre les sous-marins allemands dans l'Atlantique. D'ailleurs, durant la guerre, le Victory Programme américain est un effort industriel sans précédent puisqu'il aboutit à la mise en armement de 4000 cargos et de 800 pétroliers. Les États-Unis, dès la fin du conflit, sont devenus une hyperpuissance navale, statut qu'ils ont conservé, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, du fait des enjeux nouveaux liés aux espaces maritimes, on assiste à une véritable militarisation des mers. Cela peut être lié tout simplement au passage des marchandises par la voie maritime ou à des actes, par exemple, de piraterie et à un besoin de contrôle des points stratégiques maritimes, tels que les détroits, par exemple. 15 États disposent de 80% du tonnage militaire mondial. D'ailleurs, les États-Unis possèdent en fait 32% des forces armées. Mais d'autres puissances se sont affirmées comme la Chine, la Russie ou encore la Grande-Bretagne et la France, qui restent des puissances maritimes, notamment du fait de la possession de leur zone économique exclusive, les ZEE. Or, cette militarisation des océans s'appuie avant tout sur la dissuasion nucléaire. Ainsi, les océans sont devenus des éléments stratégiques essentiels dans une politique de puissance globale, puisqu'ils permettent à la fois de se protéger, c'est ce terme de dissuasion nucléaire, empêcher une attaque par le fait qu'on possède soi-même l'arme nucléaire, mais ils permettent aussi de se projeter sur des théâtres d'opérations terrestres à partir de porte-avions par exemple. C'est ce qu'on appelle la projection maritime. Là encore, les États-Unis restent surpuissants, ils possèdent 11 porte-avions en service, 73 sous-marins atomiques. Cette force de projection maritime est doublée par un réseau de bases terrestres, puisque les États-Unis possèdent environ 700 bases différentes dans le monde. Nous sommes arrivés au bout de cette leçon, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez aussi partager, aimer la vidéo et bien entendu commenter.